Bonjour, bienvenue dans la cuisine du village. Aujourd'hui, une émission dédiée au sucre. On va ensemble, avec mes deux experts, savoir comment est-ce qu'on passe d'une betterave sucrière, un petit peu plus grande que ça, à du sucre. Pour cette émission, je serai accompagné de Philippe Rézère, vous êtes directeur général de Culture Sucre. Bonjour, merci d'être avec nous. Et de Amélie Guiméron, c'est ça? Vous êtes directeur d'une usine, d'une sucrerie qui fait aussi de l'alcool et du conditionnement. Tout à fait, je suis ravi. Merci d'être avec nous. Mais tout de suite, je me rends en cuisine avec notre chef, Thomas Parisini. Chef, bonjour. On mange quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire de la pomme Anna, que nous allons préparer avec de la pomme de terre aussi, et la pomme de terre qu'on va prendre, qu'on va découper délicatement à la basoula. À la mandoline. Moi, je me coupe tout le temps avec la mandoline. On fait comment pour pas se couper? Alors, quand on n'a rien dans les mains, nous allons faire avec la mandoline, je vais vous faire voir. Nous la coupons délicatement. Hop. Et quand vous arrivez vers la fin, avant que vous coupiez, attendez, hop là. Pas mieux là. Quand vous arrivez vers la fin, pour ne pas vous couper les doigts, vous récupérez une fourchette, vous la piquez au centre et vous y allez. Et ben voilà, moi je ne couperai plus. On se retrouve tout à l'heure pour voir où c'est qu'on en est dans la recette. Mais tout de suite, moi je vais aller au jardin. Là, j'ai déjà pré-rempli un caisson de semis. Ce caisson de semis-là, c'est avec un bon terreau de multiplication, un bon terreau de semis qu'on trouve facilement dans le commerce. Il doit être vraiment léger. Là, on voit peut-être, il y a quelques petites taches blanches. C'est ce qu'on appelle de la perlite qui sert à aérer le terreau. Là, j'ai pris des graines de betterave potagère. Il existe plein de variétés différentes. On a la Shogia qui est assez connue, mais on a aussi la crapaudine ou on a de la noire d'Égypte. C'est différentes sorte de betterave qu'on trouve assez facilement dans sa jardinerie. Donc là, je vais déposer quelques graines dessus. Il faut savoir que la betterave, elle a une particularité, c'est que c'est souvent des graines qui ont plusieurs germes dedans, donc pas besoin d'en semer trop, il y a généralement entre 2 et 3 betteraves qui vont germer, et on recouvre légèrement avec un petit peu de terreau. N'oubliez pas, on utilise toujours une petite étiquette pour se savoir quelle variété on a semé, parce que dans nos semis, généralement, on peut les confondre. Et puis on arrose bien. Pourquoi bien arroser? Pour faciliter la germination, et on va mettre ça dans un endroit lumineux et aux alentours de 15 à 17 degrés. Si vous n'utilisez pas un châssis à l'extérieur, vous pouvez le mettre sur un rebord de fenêtre, c'est l'endroit idéal. Mais maintenant, assez parlé de jardinage, je vais retrouver mes deux experts du sucre. Parfait. Amaury, c'est ça, Amaël. Comment est-ce qu'on transforme une betterave en sucre? Moi, j'imagine, je suis l'agriculteur, oui. J'ai récolté mon champ de betterave, je vous les livre comme ça dans une remorque. Alors, en effet, oui, l'histoire ou le long cheminement de la betterave vers le sucre, ça commence par une livraison dans nos usines, dans nos sucreries. Et la première étape, ça va être d'enlever la terre qui colle à la betterave. On a aussi des cailloux et des résidus d'herbes et de feuilles qu'il va falloir enlever lors d'une étape de lavage. C'est super important cette étape parce que ça va nous permettre d'avoir des betteraves les plus propres possibles avant de vraiment commencer l'étape de transformation au cœur de l'usine. Et donc, une fois qu'on a lavé la betterave, qu'elle est très propre, on va devoir la râper, faire des fines lamelles. Comme le chef il a fait en cuisine tout à l'heure. Exactement, voilà. Donc c'est la même image quasiment que les carottes que l'on peut râper. Et ces fines lamelles de betterave, on va les faire tremper dans l'eau pour essayer de diffuser le sucre. Un peu à l'image du thé qui va diffuser dans sa tasse d'eau chaude. Le sucre, il a cette capacité à se diffuser dès que l'eau est au-dessus de 70 degrés. Donc on va jouer sur cette propriété-là pour récupérer une eau sucrée. Mais on imagine donc beaucoup de betteraves au final. Vous avez combien de betteraves qui arrivent dans votre usine? Ça peut être assez impressionnant au premier regard, puisque une usine, c'est entre 10 et 20 000 tonnes de betteraves par jour. Et donc quasiment 1 million à 2 millions selon les usines de tonnes transformées pour chaque année. En général entre septembre et décembre.
D'accord. Donc là, vous avez fini de transformer et vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez un joli nom d'usine. C'est une sucrerie, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc dans la sucrerie, on va transformer ce jus sucré qui comporte certes du sucre, mais aussi des pigments colorés, des minéraux. Il va falloir séparer le sucre de tous ces minéraux. Et en fait, on va utiliser une pierre à chaud, une pierre qui va jouer le rôle d'éponge à impuretés, à minéraux. Et c'est comme ça qu'on va obtenir un sirop par le phénomène de concentration. Et ce sirop, on va le faire cristalliser. La cristallisation, elle va nous permettre d'obtenir un sucre sous forme solide. Mais un peu comme du sel en fait, quand on voit les marais salins, les choses comme ça. J'allais vous dire que le meilleur symbole pour expliquer le phénomène qui se passe dans une sucrerie, c'est les saliniers. Si on se trouve à Guérande, c'est le soleil qui va faire cristalliser et concentrer le sel. Nous, on accélère un peu le temps. On a des machines qui nous le permettent. Au final, pour récupérer le sucre sous forme de cristal, on va le sécher et le mettre dans des silos afin de le transformer, le conditionner à la fois dans des morceaux de sucre que l'on peut retrouver en grande et moyenne surface, et aussi livrer des grands clients qui vont faire par exemple des gâteaux ou des choses comme ça. Donc il y a donc, je comprends, plusieurs qualités de sucre, plusieurs sortes de sucre. Mais là, je vais demander à Philippe qui nous explique un petit peu tous les sucres qu'on peut trouver. J'ai entendu parler de vergeoise, sucre candy, sucre glace. Oui. Mais il y a aussi le sucre de canne. Est-ce que le sucre de canne, c'est la canne à sucre? Oui, effectivement. Alors, tout le point commun entre tous ces sucres, c'est qu'il s'agit de saccharose. Le saccharose, c'est la molécule qui est stockée dans la racine de betterave sucrière, mais aussi dans votre séquence jardinage. Betterave potagère, c'est le même sucre qui est dans ce type de betterave. Et puis vous, ça m'a fait penser aussi, vous évoquiez le côté multigerme des graines de betterave potagère. En sucrerie avec nos betteraves, nous, elles ont été sélectionnées dans les années 50-60 pour faire des semences monogermes, pour éviter ce démariage là que l'on faisait manuellement et qui prenait un temps fou. Bon, ça c'est pour l'anecdote et pour les anciens de la sucrerie et de la betterave. Et donc pour en revenir aux différents sucres, effectivement, on a du sucre blanc de betterave, c'est celui qui sort naturellement d'une sucrerie de betterave. Et puis ce sucre blanc, une fois qu'il est séché en poudre, ça c'est le tout venant que l'on voit en sac ou en sachet d'1 kilo qu'on a dans ces placards, on peut le tamiser, le broyer très finement pour avoir du sucre glace, qui est aussi un sucre cristallisé mais tellement fin qu'il est impalpable, un petit peu comme du talc. Et puis ensuite, ce sucre de betterave, ce jus, peut être recuit, et là on obtient un autre sucre qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est surtout consommé dans le nord de la France et dans les Hauts-de-France, qui est la vergeoise. Ça, c'est le caramel lié à une deuxième ou une troisième cuisson des jus sucrés de betterave qui permet d'obtenir la vergeoise. Et si j'ai une seconde, à ne pas confondre avec un autre sucre brun qui est la cassonade, qui lui est un sucre issu de la première cristallisation de la canne. D'accord. Voilà, donc tout ça, ça fait un panel de sucre à disposition. Et puis la différence peut-être, parce qu'on l'entend souvent dans le grand public, le sucre blanc de betterave est raffiné. Non, ce qui sort d'une sucrerie de betterave, c'est du sucre blanc qui n'est pas raffiné. Ce qui sort d'une sucrerie de canne, c'est du sucre roux qui n'est pas raffiné non plus. Et en revanche, il y a des raffineries, ça existe, mais il ne rentre ni canne ni betterave. Il rentre du sucre roux de canne qui est refondu, débarrassé de ses impuretés colorées et recristallisé en sucre blanc de canne. Voilà. En France, on a entendu parler pas mal de néonicotinoïdes, ce fameux pesticide qui a été utilisé pour la betterave. Est-ce que, avec leur interdiction, il n'y a pas des risques qu'on n'ait plus de sucre français ? Alors, sur en effet l'interdiction des néonicotinoïdes, la filière est très mobilisée pour envisager et mettre en place des leviers d'action forts comme la sélection variétale, comme un accompagnement agronomique poussé auprès des coopérateurs qui nous livrent les betteraves, et c'est vraiment un enjeu fondamental pour maintenir un assolement en betteraves fort autour des sucreries, qui est une vraie filière de proximité. Donc c'est une mobilisation de tous les instants pour faire perdurer et puis augmenter cette production. Moi, je vais juste aller revoir notre chef en cuisine parce qu'il commence à y avoir des bonnes odeurs. Et puis, je reviens après avec vous pour conclure cette émission. Chef, on en est où dans notre recette ? Alors, dans notre recette, on est en train
de la monter petit à petit, en faisant plusieurs niveaux en forme de rosace, en accompagnement avec un peu de beurre, pour que toute avec la le matière... beurre, c'est toujours meilleur, on est d'accord? Et oui, et comme vous savez, l'association des Eurotogs, nous aimons travailler avant toute chose avec... Beurre français? Exactement. Et nos producteurs avant tout. Et nous allons le faire cuire petit à petit. Vous voyez, hop. Et ça va cuire combien de temps comme ça? Alors là, il y en a pour 45 minutes. On va faire la version magie de la télé un petit peu plus rapide après. Vous rajoutez du poivre, du sel? Alors du poivre, du sel. À savoir qu'au tout début, nous avons mis du beurre pour pouvoir le caraméliser. Un peu comme une tarte tatin presque. Exactement. Et on va faire comme une tarte tatin. À la fin, on va récupérer une assiette. Nous allons le retourner et qui va se terminer de ceci avec les couleurs que vous voyez autour de la patate. Eh ben, je me réjouis de découvrir tout ça Avec à la grand fin de plaisir. l'émission. Avec grand plaisir. Je retrouve donc mes invités pour parler encore du sucre. Aujourd'hui, on peut parler de déchets dans le sucre. Qu'est-ce qui ressort de votre usine? J'imagine qu'on essaye d'avoir des dérivés pour tout ce qui n'est pas de la betterave. Tout à fait. Alors, ce qui est assez fabuleux dans la betterave, c'est qu'en fait, il y a zéro déchet qui sort d'une sucrerie. Tout est absolument valorisé. Donc, on peut distinguer 3 grandes catégories de produits. Bien sûr, dans une betterave, il y a du sucre, on l'a commenté. Et le premier produit associé à une betterave sucrière, c'est l'eau. Une betterave, c'est 75% d'eau. Et donc, nous, dans les sucreries, on va stocker cette eau pour la restituer au milieu naturel et servir à arroser les champs pendant l'été. Et puis une fois qu'on a retiré le sucre et l'eau d'une betterave, il reste de la fibre végétale, et on va utiliser cette fibre pour alimenter le bétail en la séchant et en la mettant à disposition des éleveurs. Donc c'est vraiment une économie circulaire autour des sucreries. En parlant d'économie circulaire, elles viennent de loin vos betteraves? Alors, la filière betterave, c'est à peu près 40 km autour des usines. Donc il faut imaginer que les parcelles agricoles pour lesquelles on va chercher les betteraves sont situées à toute proximité des usines. Un petit peu de prévention quand même, parce on est matraqué de slogans pour votre santé, évitez de manger trop gras, mais aussi trop sucré. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le sucre pour éviter d'avoir... de boire trop sucré, ou je sais pas, qu'est-ce on a comme plan d'action? Mais vous avez raison, la prévention, les messages de prévention en matière de santé par l'alimentation, c'est plus que jamais important. Et il y a ces messages sanitaires qui apparaissent sur pas mal de produits quand ils sont marketés, commercialisés. Mais ça ne suffit pas, et de toute façon il y a des recommandations de santé pour que les autorités sanitaires fassent les bons messages de prévention, ce qui n'empêche pas une approche individuelle ou une approche à l'échelle des filières comme la nôtre, qui fabriquons du sucre et qui le vendons à ceux qui l'utilisent, le consommateur, les métiers de bouche et les industries alimentaires. Et nous, la démarche de la filière, c'est de parler de consommation raisonnée, c'est-à-dire que le sucre a sa place légitime dans un repas, mais sa juste place. C'est ni trop peu. Et on sait qu'en matière d'alimentation, à la fois les excès comme les privations ne sont pas les meilleures choses à mettre dans la tête du mangeur et du consommateur. Donc c'est une affaire de bon sens, mais pas seulement. Il y a un petit peu de réflexion autour de la consommation de sucre, juste place au niveau du dessert, et il n'y a pas de problème à se faire plaisir avec un dessert en fin de repas. Le sucre, ça existe depuis la nuit des temps. Est-ce que la cristallisation et toute la fabrication d'une sucrerie, je ne sais pas, mais est-ce que le sucre qu'on a dans notre placard, il a changé au fil des années, ou c'est toujours le même sucre qu'il y a longtemps? Je pense que Maël comme moi, on peut répondre. Oui, la réponse est non, ça n'a pas changé. C'est toujours le même cristal de saccharose, le saccharose qui est dans différentes plantes sucrantes. Et on a sélectionné les plantes sucrières qui étaient les plus performantes en matière de teneur en sucre, que sont la canne, puis la betterave sucrière. Je peux compléter en disant que ce qui a changé, c'est la configuration des outils de transformation, donc des usines au final, où année après année, on essaye d'être plus efficient, de s'inscrire dans les enjeux de décarbonation, d'économie d'énergie. Et ça, c'est ce qui nous occupe dans les sucreries depuis fort longtemps. Donc année après année, on améliore l'outil, mais il n'est pas révolutionné. Et une dernière question qui me paraît importante, en termes de sucre, est-ce que quand on achète un paquet de sucre dans le commerce, est-ce qu'il y a des indicateurs qui pourraient nous dire que c'est un sucre de mauvaise qualité? Est-ce que ça existe un sucre de mauvaise qualité aussi? Parce que j'imagine quand on achète un sucre premier prix, est-ce qu'il y a aussi des sucres premium?
En France comme en Europe, mais Amael pourra compléter, en France comme en Europe, c'est du sucre de très haute qualité parce que la cristallisation à partir du sucre de betterave, comme l'a expliqué Amael, se fait quasiment de la même façon, avec plus ou moins d'efficience suivant l'outil industriel, mais se fait de la même façon avec un sucre de très haute pureté. Donc c'est du sucre saccharose pur à 99,9 et quelques %. Le reste est des traces d'eau et des traces de minéraux. Donc non, il n'y a pas de sucre de mauvaise qualité en Europe. Et en revanche, après, il y a des sucres de différentes qualités suivant les pays, suivant la performance de leur outil industriel et des fois suivant la qualité technologique aussi des plantes sucrières qui sont incorporées dans les sucreries. Donc si je comprends bien, vous me dites que peu importe le prix que je mets dans mon sucre, j'aurai un sucre de qualité. Bien, après, alors pour l'Europe, c'est pas peu importe parce qu'il y a des solutions qui sont apportées dans le conditionnement, ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les différentes granulométries qui peuvent servir en cuisine ou en pâtisserie ou dans l'industrie alimentaire. Donc ça, c'est un sucre qui est travaillé après sa fabrication et sa cristallisation. Donc ça amène une solution, un service qui peut se rémunérer au prix d'achat. Donc il y a différentes qualités et différents prix, ça c'est légitime. Moi, je sens que ça sent vraiment bon en cuisine. Je vais vous inviter à venir avec moi. On va aller retrouver le chef pour pouvoir monter l'assiette. Chef, c'est bientôt prêt, j'imagine. Je vais juste me laisser passer. Voilà. Ça sera prêt encore quelques minutes. Dans quelques minutes, d'accord. On a utilisé des pommes de terre. Quelle variété de pommes de terre on utilise pour faire ce plat? Alors celle-là, on peut utiliser plusieurs types de pommes de terre. Là, on a utilisé de la charlotte, et on peut utiliser de la pomme de terre nouvelle, ce qu'on veut. D'accord. Plutôt farineuse, sur les sachets c'est apuré. Alors de préférence un peu farineuse, parce que comme on va mettre de la matière grasse, ouais, pas que ça qu'elle absorbe un petit peu. Exactement. Après là, il faut bien le recouvrir pour faire revenir toute l'humidité de l'intérieur. D'accord. Et que ça caramélise. Et là, c'est donc on sent le beurre et tout ça, Tout et puis il faudrait juste attendre que c'est prêt. C'est exact. Moi, je vais essayer, alors pas demain parce que je suis ici de nouveau, mais je vais essayer bientôt cette recette à la maison. Eh ben, j'espère bien, et c'est dédié à tout le monde. Vous retrouverez donc la recette et tous ses conseils jardinage sur le site Village Semences tout bientôt. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine émission La cuisine du village. Mais restez connectés tout de suite, il y a Semer l'avenir, une émission qui parle des professions de la semence. Moi, je vous souhaite bonne fin de journée.